Amigos, amigas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'en perds mes stylos, que se passe-t-il? Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler nutrition, des bases de la nutrition. Peut-être que vous avez certaines bases, justement en alimentation, en nutrition sportive, mais je me dis qu'il est toujours bon de faire des rappels de tout ce qui est tout simplement les bases. Alors je me suis mis des mots-clés juste ici, c'est pas pour vous spoiler, c'est juste pour que je n'oublie pas tout ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Donc oui, on a beaucoup de sujets à aborder, c'est pour ça qu'on démarre tout de suite et que l'intro est déjà finie. Premier concept, les amis. Number one, métabolisme basal. Métabolisme basal, c'est le pilier fondateur de l'alimentation en sport. Je vous l'écris en très gros parce que c'est très important. Métabolisme basal, on est donc sur un concept qui est hyper important puisque le métabolisme basal, si je vous en donne la définition simple, c'est tout simplement le nombre de calories que vous allez brûler au repos en 24 heures durant une journée. Je le précise bien, au repos. Donc ça veut dire qu'il faudrait imaginer que vous ne faites rien pendant 24 heures. Alors ça n'arrive pas souvent, on est parfaitement d'accord, sauf peut-être mon chat. Ah bah s'il bouge pour aller manger. Donc même mon chat, ça compte même pas. Mais donc pendant 24 heures, imaginez que vous ne faites rien pour assurer vos fonctions vitales, tout simplement. Vous avez besoin d'un nombre de calories donné, et c'est ce qu'on appelle le métabolisme basal. De manière générale, il est fonction de votre sexe, si vous êtes un homme ou une femme, de votre âge, mais également de votre taille et de votre poids. Il y a évidemment des formules très compliquées pour pouvoir le calculer, mais vous avez aussi des sites internet qui le font directement quand vous renseignez ces 4 informations. Autre possibilité, vous pouvez le faire grâce à des machines assez sophistiquées, c'est la vidéo de la semaine dernière où du coup j'ai fait un scanner DEXA qui permet de déterminer ma masse musculaire, ma masse maigre et puis de rentrer des informations comme ma taille, mon âge, etc., mon poids, ce qui me permet de me donner un calcul très précis de mon métabolisme basal. Donc on va utiliser mon exemple, étant donné que c'est celui que je connais le mieux, du coup c'est facile, et en l'occurrence il était de 2048 calories. Alors même si on dit toujours calories, 2048 calories, il y a toujours un petit K devant parce que c'est techniquement kilocalories. Voilà, c'était le fun fact du jour, au cas où vous ne savez pas. Une fois que vous obtenez votre métabolisme basal, évidemment, ce qui nous intéresse, c'est de savoir combien de calories est-ce que vous brûlez chaque jour, de manière effective. Et là, du coup, vous devez rajouter ce qu'on appelle un coefficient d'activité par-dessus, qui va prendre en considération déjà les séances de sport que vous faites à l'intérieur d'une semaine type, votre travail, est-ce qu'il est plutôt sédentaire, est-ce que c'est un travail qui est dynamique, et ensuite aussi tout ce qui est, oh là là, quelle transition magnifique, le NEAT, c'est-à-dire Non-Exercise Activity Thermogenesis, c'est-à-dire le nombre de calories que vous allez brûler lorsque vous avez une activité mais qui n'est pas physique. Je m'explique, ce serait par exemple lorsque vous allez à pied au travail, lorsque vous prenez les escaliers plutôt que l'ascenseur, lorsque vous prenez le vélo pour vous rendre quelque part. Ça rentre bien dans cette catégorie-là, puisqu'en soi, on ne le considère pas comme une séance de sport. Par exemple, le fait d'aller à la salle de sport ou de faire une séance chez soi, ce n'est pas un temps qui est dédié réellement à l'activité sportive, mais ça rentre quand même à l'intérieur de votre coefficient d'activité à l'intérieur d'une semaine type. Donc encore une fois, vous avez plein de sites internet qui vous permettent de calculer ça. Vous rentrez votre poids, votre taille, votre âge, votre sexe, ça vous donne votre métabolisme basal, et ensuite vous ajoutez un coefficient d'activité par-dessus, qui lui aussi normalement est disponible sur le site internet. C'est gratuit évidemment, vous tapez calcul métabolisme basal sur Google et vous allez trouver tout de suite. Donc on est bon, du coup on a vu les deux premiers, métabolisme basal et le NEAT. On passe à la suite. Concept suivant, on va parler du maintien, du déficit ou du surplus calorique. Alors, dans tous les cas, ce qui est au centre de la conversation, ou en tout cas du concept dont je m'apprête à parler, c'est le mot calorique. Alors calorique, évidemment, ça fait référence à calories. Waouh, bravo Adam! Ça fait référence à calories, et ensuite il y a plusieurs possibilités autour de ça. Soit en fonction de votre alimentation et évidemment de votre entraînement, vous pouvez être en surplus calorique, vous pouvez également être en maintien calorique, ou alors vous pouvez être en déficit calorique. La première personne à dire que j'écris mal, je la boude. Je la boude très fort, attention. Ah! Vous aurez évidemment compris le lien avec les deux concepts précédents dont j'ai parlé. Vous avez soit la possibilité d'être en surplus, maintien ou déficit calorique. Si vous êtes en maintien calorique, c'est que le nombre de calories que vous ingérez par jour est égal au nombre de calories que vous dépensez par jour. Ensuite, vous avez le cas du surplus calorique. Vous êtes en surplus calorique si par jour, vous consommez
plus de calories que vous n'en dépensez. Et enfin, le dernier cas, vous le voyez venir, c'est ce qu'on appelle le déficit calorique. Vous êtes en déficit calorique si jamais le nombre de calories que vous ingérez par jour est inférieur au nombre de calories que vous dépensez par jour. Évidemment, les trois vont avoir des conséquences qui la plupart du temps sont recherchées. Si jamais vous voulez faire une prise de masse, que vous voulez faire une perte de poids, ou même pour tout objectif sportif, même pour rester en bonne santé, vous allez éventuellement viser une des trois catégories. Le maintien calorique, évidemment, fait en sorte que votre poids ne va pas bouger, puisque par jour, vous donnez à votre corps l'énergie pile qui est égale à celle qu'il lui faut par jour pour vivre. Donc en soi, si vous êtes en maintien calorique, vous êtes bien à un poids qui va rester stable. Je précise bien, parce que j'ai peur de ne pas avoir fait la précision juste avant. Quand je parle de maintien calorique, on parle bien de vos calories de maintien, c'est-à-dire le métabolisme basal multiplié par votre coefficient d'activité. Pas le métabolisme basal tout court, juste pour être sûr. Ensuite, on a le surplus calorique. Le surplus calorique, évidemment, va être une aide si par exemple vous êtes en train de faire une prise de masse. Alors évidemment, si vous êtes en surplus calorique, vous allez peut-être prendre un petit peu de gras avec. Mais quand les personnes font une prise de masse, parfois ça leur est égal d'avoir du gras qui vient se rajouter par-dessus. Donc le surplus calorique va aider à la prise de masse. Attention, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas gagner de la masse sèche, donc de la masse musculaire, si on est en maintien calorique. C'est tout à fait possible en fonction de la qualité de ce que vous mangez et de la qualité de vos entraînements, les amis. Et ensuite, on a le cas du déficit calorique. Le déficit calorique, c'est évidemment pour la perte de poids. Lorsque vous avez chaque jour un nombre de calories que vous ingérez qui est inférieur à l'énergie que vous dépensez, et bien du coup, c'est assez facile de comprendre, entre guillemets, ou tout du moins assez logique de comprendre qu'on va pouvoir perdre du poids. Notion très importante sur le déficit calorique, il est évidemment calculé sur votre métabolisme de maintien, donc sur vos calories de maintien. Il n'est absolument pas calculé sur votre métabolisme basal. Sinon, vous allez être sur un déficit calorique qui est trop grand, donc on pourrait même parler quasi de sous-nutrition, ce qui pourrait être très dangereux et avoir des conséquences avec des effets secondaires très fâcheux, les amis. Donc attention à vous. Je crois qu'on a tout dit sur ce concept-là. On passe au suivant. Ensuite, on passe aux nutriments. On a les macros et les micronutriments. Donc, c'est deux grandes catégories. Pareil, je vais vous l'écrire parce que c'est très important. Micro, macro. Oh, j'adore le mot. Donc, on a ce qu'on appelle les micros et les macronutriments. Si jamais on fait un petit peu d'étymologie. Micro, ça veut dire que c'est tout petit. Et macro, ça veut dire que c'est plutôt gros. Donc, on a des micros et des macronutriments. La différence principale entre les deux, c'est que les micronutriments ne contiennent pas d'énergie, ils ne contiennent pas de calories, versus les macronutriments qui, eux, contiennent des calories. Donc, vous le voyez venir, mais à l'intérieur des macronutriments, on va avoir ce qu'on appelle les glucides, ce qui concerne donc les sucres. On va avoir également les lipides, c'est-à-dire les acides gras, et enfin on va avoir les protéines. De l'autre côté, au niveau des micronutriments, on a donc des choses qui ne contiennent pas de calories, c'est-à-dire les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments. Alors attention, ce n'est pas parce que les macronutriments contiennent des calories et donc de l'énergie, et que les micronutriments n'en contiennent pas, que les micronutriments ne sont pas essentiels. Au contraire, beaucoup de vitamines, minéraux et oligo-éléments sont vraiment primordiales à une bonne santé et un fonctionnement normal au niveau du corps, au niveau du cœur et au niveau du cerveau. Si jamais on rentre dans le détail ici pour nos macronutriments, ça peut être assez intéressant si jamais vous n'avez pas l'information, mais chacun de ces macronutriments va contenir un nombre de calories qui au final est assez facile à retenir. 4 et 9. Alors je sais pas pourquoi je dis facile à retenir, 4, 4, 9, 49, 3, à la limite on aurait pu... Parce que c'est notre projet. Voilà, là ça fait beaucoup d'analogies avec la politique, on va se calmer. Donc là du coup on a 4 kcal par gramme de glucides. Ici on a 4 kcal par gramme de lipides. Et ici on aura 9 kcal par gramme de protéines. Ce qui veut donc dire que les protéines en soi contiennent plus de calories par gramme. Du côté des micronutriments, étant donné qu'on n'a pas de calories, on n'a pas besoin d'avoir ce type d'informations. Ceci étant, je peux vous donner des exemples si jamais ça ne vous parle pas tout de suite. On va voir tout ce qui est... Je suis obligé de me baisser parce que sinon après je ne suis plus dans le cadre de la vidéo. Pourquoi je vous explique ça? Vous en avez rien à cirer. Restons polis. Ici par exemple, on va avoir le fer. On va avoir les vitamines, donc ça c'est écrit en gros en soi, mais on va avoir les vitamines par exemple C, vitamine B, vitamine A, toutes les lettres où il y a des vitamines, je ne sais pas si vous les connaissez, On va retrouver également l'iode, donc l'iode c'est tout ce qui est sel, tout ce qui est sodium, etc. Et puis après tout ce que vous pouvez trouver en complément alimentaire.
Vous savez, il y a des compléments alimentaires avec, par exemple, du magnésium, avec du calcium, avec du zinc. Tous ces éléments-là, ils vont bien rentrer dans la case micronutriments. Donc encore une fois, vous voyez que c'est des éléments qui sont hyper importants pour le bon fonctionnement du corps, puisque si jamais on a des carences dans certaines vitamines, en fer, en iode, en calcium, ce que vous voulez, il peut y avoir des effets secondaires qui sont tout aussi néfastes que ceux dont je parlais tout à l'heure. Du côté des macronutriments, par contre, on va pouvoir faire des zooms à l'intérieur. Et dans un premier temps, on va parler des glucides, les amis. Les glucides, les amis, c'est tout ce qui va concerner le sucre, mais bien le sucre sous toutes ses formes. Attention, c'est pas juste le sucre, par exemple blanc. Je sais pas pourquoi je fais ce signe-là, mais le sucre blanc qu'on va appeler le sucre raffiné. Ça contient vraiment tous les types de sucre, et donc ce sera notamment on va donner des exemples. Ce sera le fructose qui est le sucre qui est naturellement contenu à l'intérieur des fruits. Quand vous mangez une pomme, une poire, une banane, peu importe, vous avez des sources de glucides à l'intérieur, donc du sucre, qui va s'appeler du fructose, puisqu'il vient des fruits. Vous avez plein d'autres types de sucre, mais si jamais vous voulez retenir ça, quand ça finit en ose, à la fin, la plupart du temps, c'est que justement on est sur du sucre. Je vais donner un exemple, le saccharose. Du coup, vous avez peut-être déjà lu ça à l'intérieur de listes d'ingrédients de gâteaux, par exemple. Le saccharose, ça va être du sucre qui va être transformé. Donc, vous avez du sucre qui est naturellement présent à l'intérieur des sucres. Tout comme vous avez du sucre qui, par exemple, est naturellement présent à l'intérieur du lait, le galactose, ou même le lactose tout court. Vous avez peut-être déjà entendu ça. Donc, galactose ou lactose, qui est le sucre naturellement présent dans les produits laitiers, de manière générale. Évidemment, après, il va y avoir tout ce qui est produits transformés. Donc ça, c'est la catégorie que je vais appeler les sucres blancs. Sucre blanc. Donc par exemple, quand dans une recette beaucoup trop bonne de cookies, où on vous dit qu'il faut mettre 500 g de beurre, 500 g de sucre, le sucre que vous rajoutez à l'intérieur, je crois que c'est pour ça en fait, c'est l'idée de la recette de rajouter du sucre. Quand on vous dit de rajouter du sucre, c'est du sucre en poudre, du sucre blanc qui est donc industriel, qui ne vient pas d'aliments naturels, et donc on est sur un taux de sucre à l'intérieur qui est de quasi 100%. Alors en soi, rien de dramatique, on a le droit de manger un cookie de temps en temps, de mettre du beurre et du sucre à l'intérieur d'un saladier pour faire une jolie recette. Ceci étant, et ça on en parlera la semaine prochaine les amis, donc abonnez-vous pour ne pas rater la vidéo la semaine prochaine. On met aussi la petite cloche et le petit pouce en l'air au passage. L'instant pub est terminé. Vous allez voir que si jamais on consomme trop de sucre blanc, de sucre industriel, malheureusement il peut y avoir tout un tas de réactions en cascade derrière qui peut-être malheureusement vont rentrer en conflit avec vos objectifs, notamment de perte de poids ou de prise de masse. Donc ça c'était au niveau des glucides. Je vous ai donné les petits exemples, tout ça. On va faire la même chose pour les lipides. Depuis tout à l'heure j'écris au tableau, mais si ça se trouve vous n'arrivez même pas à lire. Pour les lipides les amis, attention, petit exclu. Alors attention les amis, quand je parle d'exclus, moi je vous donne de la vraie exclue. On est sur une exclue mondiale. Attention, je vous le montre pendant 0,72 secondes. Voilà, c'était la couverture de mon prochain livre qui sort dans toutes les bonnes librairies au printemps prochain, tout simplement, qui va porter sur la nutrition. T'en bouge pas. Hop. Et du coup je fais une exclue jusqu'au bout, et pour les lipides je vais vous parler du petit chapitre justement dont j'ai parlé sur les lipides. Alors attention, je vous fais une lecture les amis. Voici les 3 grandes familles de lipides existantes: les acides gras saturés, les acides gras insaturés et les acides gras trans. Préparez-vous parce que là je vous lis littéralement une page de mon bouquin, donc vous êtes encore une fois sur une exclue de très haute qualité. Donc écoutez-moi bien. Les acides gras saturés se trouvent principalement dans les produits d'origine animale: beurre, crème, fromage, produits transformés tout simplement, mais aussi dans les œufs, le poulet, le bœuf, ou encore dans certains aliments d'origine végétale qu'on appelle les avocats. Il n'y a pas que les avocats, certaines noix, l'huile de coco, etc. Bien qu'ayant la réputation de ne pas être bon pour l'organisme, retenez qu'en quantité raisonnée, il reste intéressant d'un point de vue santé. En effet, certaines études avancent qu'ils aident à maintenir la couche de gras entourant les organes vitaux qui les protègent. J'avoue, j'en bouche un coin, dis donc. Les acides gras insaturés, cette fois-ci, qui ont bien meilleure presse que leurs collègues, présentent de nombreux bénéfices. Ils protègent le cerveau en améliorant les connexions entre les neurones, ils protègent le cœur de certaines maladies cardiovasculaires et réduisent les inflammations. Genre nos meilleurs amis quoi. De manière générale, ils sont présents pour protéger le corps, prévenir de certains désagréments, si vous voyez ce que je veux dire, et lutter contre les conséquences du stress oxydatif. Je pense qu'on est tous soumis au stress oxydatif, il y a un moment où il faut se rendre à l'évidence. J'ai même pas besoin d'argumenter, je sais qu'on se sait. Vous les trouverez principalement dans les huiles végétales, mais également dans les avocats et les poissons gras. Dans les acides gras insaturés, il y a des oméga 3 et des oméga 6.
qui sont essentiels car ils ne peuvent pas être produits par le corps. Ainsi, eux aussi participent à la bonne santé du cœur et du cerveau. C'est ce qu'on appelle des acides gras essentiels, les oméga 3 et les oméga 6, puisqu'on ne peut pas les produire par le corps. C'est comme par exemple, vous avez peut-être déjà entendu, tout ce qui est au niveau des acides aminés essentiels. Pour ceux qui par exemple sont en prise de masse, peut-être que vous avez déjà entendu acides aminés essentiels. C'est des acides aminés que le corps ne peut pas produire seul, il ne peut pas les synthétiser seul. C'est pour ça qu'on est obligé d'aller les chercher dans de la complémentation par exemple. Et ensuite, dernière, oh là là, on commence à prendre du temps là, dis donc, moi j'étais parti sur une vidéo de 14 minutes, mais en fait elle va faire... Bon, on se calme. Les acides gras trans portent bien leur nom car nous les retrouvons principalement dans les aliments transformés. Ils sont artificiels et résultent de la combinaison d'hydrogène et d'huile. Vous les trouverez surtout dans les produits frits, mais aussi les gâteaux sucrés, les gâteaux apéros ou encore les plats surgelés. La liste est malheureusement assez longue. On s'arrête donc là. Notez que plus un aliment est transformé, c'est-à-dire éloigné de sa forme d'origine, plus il a de chances de contenir des lipides trans. Idéalement, une alimentation contenant le moins possible d'aliments transformés est recommandée. Les acides gras trans sont tristement connus pour leur contribution à l'augmentation des maladies cardiovasculaires, du mauvais cholestérol, la réduction du bon cholestérol et l'apparition D'inflammation. C'était très dramatique, mais c'est très vrai. J'espère que l'avant-première vous a plu. À mon avis, on peut clore le chapitre des lipides si ça vous va. On est parti les amis, on va pouvoir cocher. On va cocher du concept. Micronutriments, qu'on l'a vu. Macronutriments, on l'a vu. Acides gras, on l'a vu. Glucides, on l'a vu. Et il nous reste donc les protéines. On va mettre un petit cœur à côté, je sais que vous les aimez bien. Ouh là là, mon cœur il est... Ça par exemple, c'est un cœur qui a mangé trop d'acides gras trans. Oh, auto-référence. On s'arrête là parce que c'est la fin de journée et tout le monde est fatigué. On va donc parler des protéines. Les protéines, c'est les briques qui constituent littéralement l'organisme. Les protéines, on les trouve partout. Évidemment, à l'intérieur de la composition d'un muscle, ça va sans dire, mais aussi à l'intérieur de tous les autres tissus qui est à l'intérieur du corps, à l'intérieur du système digestif, à l'intérieur des yeux, à l'intérieur des ongles, des cheveux, en fait, partout. C'est vraiment l'élément constituant du corps. C'est pour ça qu'il est important d'avoir un apport en protéines conséquent chaque jour, mais surtout un apport de protéines qui soit équivalent à nos besoins, puisque en fonction de notre activité physique, en fonction de notre objectif aussi sportif, de notre âge, de notre poids, de notre sexe, etc., on n'a pas forcément les mêmes besoins en protéines. La moyenne qu'on donne de manière générale, peut-être que vous l'avez déjà entendu, ce serait de 1 à 1,8 grammes de protéines par kilo de poids de corps par jour. Imaginons donc, ça veut dire que si une personne pèse 70 kg, eh bien par jour, idéalement, il faudrait qu'elle consomme minimum 70 grammes de protéines. L'idée d'être au minimum à 1 gramme, c'est au moins d'assurer le maintien de sa masse musculaire. Si jamais on va au-delà, forcément ça peut faciliter tout ce qui est gain d'hypertrophie, c'est-à-dire la prise de masse, le fait qu'un muscle puisse se reconstruire plus gros. Mais le fait d'être à minimum 1, ça nous permet d'assurer le maintien de ce qu'on a déjà, en fait, pour éviter que les protéines en fait, et les muscles que l'on a déjà dans le corps viennent se dégrader ou qu'on vienne perdre de la masse sèche. Étant donné que pour tout le monde c'est intéressant, et quand je dis tout le monde, c'est pas uniquement dans un point de vue esthétique ou performance sportive, c'est aussi même pour les personnes âgées par exemple, il faut qu'elles puissent conserver de la masse musculaire puisque ce qu'on appelle la sarcopénie, le fait de perdre de la masse musculaire est responsable notamment de la sédentarité des personnes âgées. Évidemment on le sait, si elles bougent moins, leurs muscles travaillent moins, donc ils vont forcément s'atrophier et après dans un cercle vicieux, elles vont de moins en moins bouger et leur sédentarité va malheureusement augmenter. Donc vraiment pour tout le monde, minimum 1 gramme, c'est obligatoire. Après en fonction de l'âge que vous avez, évidemment peut-être que votre minimum se trouve autour de 1,2, 1,4, puisqu'en fonction de notre âge, on a des besoins qui sont peut-être plus grands que d'autres classes d'âge. Et encore une fois aussi votre pratique sportive, si vous avez une pratique qui est intense, vous avez évidemment peut-être besoin d'un petit peu plus de protéines chaque jour. On peut donc cocher un concept de plus, les amis. Les protéines, c'est check. Les amis, comme vous l'avez vu sur la checklist, il nous reste 3 points. Les 3 points en soi sont liés, vous allez voir, ça va aller très vite. Il y a le mot-clé supplémentation pour les sportifs, e-book et newsletter. E-book, très important puisque j'en ai 2
Alors je le précise d'emblée, on n'est pas sur de la grosse publicité, puisque les 2 e-books en question sont gratuits. Donc on peut même mettre un S, tiens. Et puis à côté, on peut mettre un euro qui est barré parce que c'est gratuit. Donc j'ai 2 e-books qui sont disponibles sur mon site internet. Je mets tout de suite les liens dans la description, évidemment, pour que vous puissiez aller chercher ça. Le premier traite de la nutrition sportive de manière générale. Donc évidemment, ça va reprendre certains des éléments que vous avez là. Ça va vous faire comme une petite fiche de révision. Et puis il y a certains éléments qui vont un petit peu plus loin, évidemment. Ensuite, le deuxième e-book, lui, concerne la supplémentation pour les sportifs. Toutes les questions que vous pouvez avoir sur, je sais pas, la protéine en poudre, tout ce qui est la caséine, la créatine, tous les pré-workouts, les trucs comme ça. Du coup, j'y réponds à l'intérieur du deuxième e-book. Maintenant, vous allez voir que j'avais bien tout prévu d'avance. Lorsque vous téléchargez un de mes 2 e-books, ou alors les 2 e-books, peu importe, vous êtes de facto abonné à ma newsletter. Ce qui, je pense, peut vous intéresser, puisque dans ma newsletter, je parle très souvent de nutrition. Et même, figurez-vous, je vous le donne dans le mille, pendant l'été, et oui, pendant tout l'été, j'envoyais bien une newsletter chaque semaine. Ça aussi, c'est important à préciser, du coup, je vous en envoie pas trop. C'est une fois par semaine, je vous harcèle pas. Promis juré, il n'y a pas de spam. Et le sujet qu'on avait abordé pendant l'été tous ensemble, c'était notamment pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à perdre du poids ou à prendre de la masse. Donc évidemment, sujet qui intéresse beaucoup de personnes. Donc en téléchargeant un de mes 2 e-books ou mes 2 e-books, vous êtes de facto abonné à la newsletter. À la newsletter, c'était difficile à dire en fin de vidéo. Vous avez un mail par semaine et à l'intérieur, vous avez des aides, des petits tips ou alors des conseils pour pouvoir justement peut-être mieux vous alimenter. Avant de conclure cette vidéo, vous vous doutez bien que je n'ai pas écrit ça sur le tableau blanc de manière complètement anodine. Ça, c'est le sujet de la vidéo de la semaine prochaine. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à perdre du poids ou à prendre en masse? Si jamais vous ne voulez pas la rater, évidemment, vous vous abonnez à la chaîne. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce vers le haut, comme ça YouTube comprendra que vous aimez bien ce type de contenu, et puis vous pouvez activer la cloche, comme ça vous êtes sûr de ne pas rater la vidéo de la semaine prochaine. En attendant, j'espère que ces informations vous ont intéressé, que la vidéo vous a plu, que le format était intéressant, qu'il restait quand même vivant, même si c'était moi tout seul devant un tableau blanc. On se retrouve la semaine prochaine pour le sujet tabou. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne fin de journée, peu importe. Bisous, à très vite.